d'ancrage, une terre d'expérimentation et d'opportunités réciproques, aussi bien pour les territoires ultramarins que pour les investisseurs africains. La Réunion et Mayotte en sont deux exemples concrets, ancrés dans l'océan Indien et avec deux atouts majeurs. Un, ce sont bien des territoires français et européens. Deux, les îles ont un lien naturel avec l'Afrique de l'Est du fait de leur proximité géographique, économique et humaine. Elles sont ainsi de véritables plateformes économiques sûres, stables, des points d'appui régionaux pour le développement des coopérations avec les marchés africains, ainsi que des territoires d'implantation et d'investissement attractifs pour les acteurs africains. L'enjeu est donc assez simple, mais pas moins ambitieux. Il s'agit de savoir comment on transforme le potentiel, comment on connecte les acteurs, comment on structure des projets et qu'on les déploie efficacement sur le terrain. Eh bien, on le fait en observant et en s'inspirant de ceux qui ont déjà réussi à s'exporter de part et d'autre. D'un côté, les entreprises ultramarines qui commercent aujourd'hui en Afrique et de l'autre, les investisseurs africains qui ont fait le pari de nos territoires et y ont investi. Avec nous, donc, pour échanger, nous avons Oussama Ouraou, vice-président de Up2, une fintech née à La Réunion, aujourd'hui active sur plusieurs marchés africains. Laurent Lemaître, CEO d'Intégral Ingénierie, un bureau d'études ultramarin implanté dans l'océan Indien et en Afrique, également ex-président du Club Export, Réunion. Et Patrice Robert, Deputy Chief Executive Officer du groupe IBL, un grand groupe mauricien, panafricain, investisseur majeur à La Réunion et un acteur clé en Afrique de l'Est. Donc, l'objectif est simple. Merci bien évidemment de nous partager votre expérience. L'objectif est simple, il est de savoir comment vous avez fait pour franchir tous ces obstacles, comment on peut aller plus vite, plus loin, et pourquoi pas ensemble. Alors, je vais m'adresser dans un premier temps à ceux qui, depuis l'outre-mer, ont fait le choix de construire avec l'Afrique, Laurent Lemaître, Oussama Ouraou. Alors évidemment, s'exporter en Afrique a demandé du temps, des moyens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez finalement convaincu ceux qui sont vos partenaires aujourd'hui ? Laurent. Alors oui, bonjour. En fait, d'abord l'export vers l'Afrique ou vers un autre territoire, je pense que c'est déjà une histoire de volonté d'un chef d'entreprise. Et nous, sur l'océan Indien, on a une proximité de fait avec l'Afrique. Et je pense que c'était déjà une évidence géographique d'aller vers des territoires africains. L'Afrique de l'Est, effectivement, les territoires d'Afrique de l'Est sont les plus proches de nos îles. Et ça a été une volonté, une obligation géographique de partir vers ces territoires. Ça s'est concrétisé par d'abord le chef d'entreprise qui prend son billet d'avion, qui s'en va, qui fait ce voyage tout seul, qui va découvrir des territoires, rencontrer des gens, comprendre un petit peu le contexte local, et à un moment se dire on y va ou on n'y va pas. Moi, c'est ce que j'ai fait finalement d'abord en allant sur l'île Maurice déjà, après à Madagascar et maintenant au Kenya où je viens de créer une société. Je vais bientôt aller m'implanter en Côte d'Ivoire et puis je travaille dans deux autres pays africains. Ça a été pour moi une évidence qui est liée à une obligation de se diversifier. Mon entreprise, j'ai besoin de me diversifier, j'ai besoin d'aller chercher des revenus dans d'autres territoires. Et puis, je pense que c'est une notion de plaisir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut aller se faire plaisir aussi, rencontrer des gens qui ont un autre mode de fonctionnement, une autre façon de penser. Moi, c'est mon plaisir et ce plaisir de faire de l'activité avec d'autres. Voilà. Donc, on comprend qu'il y a une stratégie humaine, une relation humaine très forte quand même au départ. Un produit qui fait écho également aux besoins de l'Afrique, le bâti tropical, mais pas que. Oui, alors comment est-ce que moi je viens me différencier dans certains pays ? Effectivement, d'abord je suis bureau d'études bâtiments, donc c'est-à-dire qu'on vient me chercher pour le respect des normes, les normes européennes, parce que sur nos territoires, on a une maîtrise, nous, des réglementations européennes qui sont pour nous une contrainte, des fois sur nos îles, et qui en dehors de nos territoires sont un atout fort. On a aussi une caractéristique dans nos îles, et là je regarde mes collègues, c'est on a une souplesse d'action qui est liée à notre étroitesse dans nos îles. Finalement, on est des petits territoires, on doit s'adapter en permanence à plein de contraintes, qui sont des contraintes géographiques, climatiques. Finalement, avec des territoires, on a des populations qui sont assez restreintes et qui nous limitent aussi dans nos développements. Et ces contraintes-là, je pense qu'il faut en faire des forces, des atouts. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi aussi
à convaincre mes partenaires africains, parce que on a cette souplesse finalement d'action que peut-être beaucoup de gros chefs d'entreprise finalement européens n'ont pas, ou ont perdu en fait. Et puis après, c'est des histoires humaines, effectivement. On rencontre des gens, on les convainc finalement de qui on est, nos valeurs, notre envie, notre plaisir, ce que je disais tout à l'heure. Et à un moment, le déclic vient, on nous fait confiance et puis c'est parti. L'envie de construire dans la durée également, c'est aussi votre cas, monsieur Ouraou. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, pareil, comment est-ce que vous avez finalement convaincu et en quoi est-ce que le fait d'être basé à La Réunion a pu être un atout? Bonjour, donc déjà merci pour l'invitation. Pour donner un tout petit peu de contexte, Up2 propose des solutions de paiement, que ce soit pour payer ou pour collecter de l'argent, sur la région Afrique de l'Ouest et centrale. Et concrètement, on va servir soit des clients sur place qui ne veulent pas créer ces relations avec une vingtaine de banques et d'opérateurs de mobile money, soit des clients internationaux qui veulent garder des standards de paiement, mais qui veulent aussi offrir, soit un exemple très simple, c'est Alibaba qui veut collecter de l'argent en Côte d'Ivoire ou au Togo. Concrètement, que ce soit pour ma part ou pour le CEO Ashley, on a passé beaucoup d'années en Afrique, on a bossé avec plusieurs groupes, Orange notamment, et on voyait ce gap sur le marché d'Afrique franco-centrale et Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agrégateur qui propose une qualité d'infrastructure de paiement qui est très reliable, enfin, très solide. Et en même temps, avec on vient d'un background d'ingénieur formé en France et vient de La Réunion. Et on a vu cette possibilité de dire on construit un centre R&D à La Réunion et on construit un centre d'opération sur l'Afrique de l'Ouest et maintenant au Cameroun, en Afrique centrale aussi. Donc c'est plus venu d'une opportunité. On n'était pas basé à La Réunion à la base. Et on a vu la valeur ajoutée qu'on peut ramener sur les normes, justement, sur de la qualité d'infrastructure de paiement. Les gens ont besoin de confiance pour envoyer de l'argent. Les gens ont forcément besoin de confiance. Et par contre, comment on a fait? Oui, il faut prendre ce billet d'avion, mais à part le billet d'avion, il faut des années pour construire la confiance avec des partenaires locaux. Il faut que tout le monde comprenne que vous n'êtes pas là que pour quelques mois, que vous êtes là pour quelques années. Ça a pris les 10 ans pour construire cette relation avec les banques, pour que des banques partenaires, des gros banques africaines, Ecobank typiquement, ou des Orange vous fassent confiance. Il faut montrer que vous êtes là, que vous faites de la qualité, que vous êtes là sur la durée. Donc si je reformule ce que vous m'avez dit tous les deux, c'est que déjà il faut un produit fort et adapté, qui fait écho en tout cas aux besoins du marché africain. Vous avez installé un département R&D qui fonctionne à l'île de La Réunion en background. Et est-ce que le cadre réglementaire français et européen est quelque chose qui a rassuré et joué également en faveur de cette implantation? Je dirais oui. Que ça soit auprès de nos clients ou de nos partenaires bancaires. Au final, justement, vu que c'est un secteur réglementé avec beaucoup de contraintes et beaucoup de problèmes de sécurité, de compliance, on ne peut pas envoyer de l'argent de n'importe comment, il y a beaucoup de soucis. Justement, les banques centrales sont très frileuses sur ce sens. Le fait que... Alors, on a fait deux choses. D'abord, justement, on venait avec un cadre européen et aussi, on a joué le jeu d'avoir nos licences dans les pays d'opération. C'est-à-dire qu'on a joué le jeu de dire on va postuler, on va faire ce qu'il faut pour être établissement de paiement au Cameroun, en île Maurice, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et justement, c'est un peu ça ce lien. On a un avantage au début, mais après, sur la durée, il faut montrer qu'on est impliqué et imprégné localement. Merci de cette réponse. Laurent, il faut s'adapter également au marché africain, ses partenaires, au terrain, au coût de la vie. Alors effectivement, une fois qu'on est venu avec ses forces, donc c'est les normes, voilà, notre souplesse, etc. On a tout de suite un problème qui est le prix. Souvent, on arrive et nous, venant l'île de La Réunion, on a un problème de coût, fabrication, de production. Donc effectivement, il faut être souple dans cette discussion avec son client parce que on a toujours un point d'équilibre qu'on arrive à trouver avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va baisser clairement le coût de nos produits au début. On va trouver une solution, on va produire localement plus avec une partie à La Réunion. Et puis au fur et à mesure, moi, ma stratégie, c'est de développer localement, structurer une entité locale et monter en compétence pour arriver à répondre à ces problématiques de prix. C'est difficile au début, clairement, pour nos sociétés, parce qu'on n'est pas des grosses sociétés, on est des PME. Donc pour nous, un effort financier, c'est important. Mais malgré tout, cet effort-là, il est évident. Sinon, le clip, il va pas
Enfin, moi, j'ai des clients qui me disaient, ça fait 30 ans que je travaille avec des consultants par ailleurs, vous avez l'air sympathique, vous avez l'air compétent, mais si vous êtes plus cher, je vais pas travailler avec vous, quoi. Monsieur Robert, on vous entend dans un instant. Peut-être juste une dernière question. On a parlé de ce qui fonctionne et de comment est-ce que l'outre-mer peut offrir le meilleur des deux mondes. On parle de vos difficultés. Quelle a été votre principale difficulté en Afrique, monsieur Ouraou? Alors, je rebondis juste vite fait sur cette question de prix et complètement d'accord sur. On peut essayer de raconter l'histoire qu'avec une plus grande qualité, on peut marger plus, sauf que c'est des secteurs avec des marges très réduites et c'est des business qui galèrent aussi. Donc, il faut aussi savoir s'adapter sur le pricing. Principale difficulté, je pense que la première, c'est une question de talent, c'est-à-dire de trouver ce lien de recruter des talents sur tous les pays où on est présent, d'avoir cette présence c'est-à-dire réussir à garder cette qualité qu'on aura à La Réunion au centre R&D et qu'on va garder ici en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Ouais, et après, un deuxième souci, c'est de distribution et d'arriver sur. Il y a des institutions qui aident beaucoup sur ça, notamment Business France, mais c'est arriver à avoir de la distribution du réseau local qui est crédible. Et ça, malheureusement, on peut pas juste arriver une semaine et signer le deal. Alors tout ce que vous avez évoqué jusqu'à maintenant, c'est important. Vous avez parlé d'implication humaine, financière, logistique. Eh bien, ce qui peut apparaître comme des freins, eh bien, ce sont aussi des éléments que se posent les investisseurs africains lorsqu'ils regardent vers le territoire. Et je vous pose la question, Patrice Robert. Donc, vous êtes Deputy Chief Executive Officer du groupe IBL. Vous êtes un groupe mauricien, panafricain, présent dans toute l'Afrique de l'Est et déjà fortement implanté à La Réunion. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à La Réunion? Qu'est-ce qui a été attractif? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, en tant que groupe mauricien, évidemment, notre marché est limité. Donc, au niveau de notre stratégie, on a clairement défini une stratégie qu'on a appelée Beyond Borders pour vraiment s'exporter et amener notre savoir-faire sur des marchés qui étaient plus importants et plus porteurs que les marchés mauriciens. Alors, c'est vrai qu'on a une stratégie un peu hybride parce qu'on est finalement mauricien, africain, investisseur en Afrique. Mais bon, on est un peu pour le coup là, comme la Réunion, comme les Réunionnais. C'est-à-dire, on est africain, mais on est aussi une petite île de l'océan Indien qui a besoin de s'exporter sur l'Afrique de l'Est. Et on a fait la même chose sur l'île de la Réunion. Donc, il y a des secteurs d'activité qu'on maîtrisait, pour lesquels on avait une vraie compétence et qu'on a vraiment voulu exporter pour aller chercher une dynamique de marché qu'on ne trouve plus à Maurice. Le territoire africain, peut-être commencer par le territoire africain d'abord et ensuite venir sur la Réunion. Donc, le territoire africain, pour nous, ce sont de très, très gros marchés. On s'est positionné sur les segments du médical, on est dans la distribution médicale. On s'est positionné dans le retail, donc dans le business des supermarchés. Alors, petite anecdote, on est distributeur de produits, de médicaments à Maurice. On a 250 pharmacies sur le territoire mauricien. On arrive au Kenya, c'est 12 000 pharmacies. Donc, il y a juste, voilà, il y a une échelle différente à laquelle il faut s'adapter. Il y a une différence majeure, il y a un vrai marché. Donc, ça a été pour nous une vraie possibilité, un vrai relais de croissance pour nous, l'Afrique de l'Est. L'île de la Réunion, c'est un petit peu différent parce que c'est un marché qui est mature, où il y a de la compétition et féroce. Mais pour nous, c'est un marché, c'est l'Europe. C'est l'Europe à nos portes. Donc, la Réunion nous donne une stabilité dans certains segments, là encore, qu'on maîtrise, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment. Alors, les supermarchés, c'est une aventure un petit peu différente parce qu'on est rentré un petit peu par la fenêtre, si je puis m'exprimer ainsi, parce que on a repris l'activité Run Market, qui était en difficulté à l'île de la Réunion. Donc, on s'est positionné sur le segment retail. Mais là encore, dans des industries fortes, stables, pérennes. Et donc, en combinant une stratégie réunionnaise et africaine, ça a vraiment été notre stratégie d'export. On l'a combiné sur la croissance en Afrique et sur la stabilité à La Réunion. Est-ce que le groupe a déjà envisagé de s'implanter à Mayotte ou envisage peut-être de le faire?
Alors à Mayotte, pas encore. Il y a une ou deux opportunités on a abordé une ou deux opportunités, mais pas pour l'instant. Laurent Lemaître, vous avez investi à Mayotte. Vous êtes une implantation sur le 101e département. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'investir ? C'est un département français d'abord. C'était simple entre guillemets de partir sur Mayotte depuis l'île de la Réunion. C'est un territoire qui est en fort développement en ce moment, donc qui a besoin beaucoup d'ingénierie, notamment bâtiment pour nous. Donc pour nous c'était une évidence. Ça fait presque une dizaine d'années qu'on est présent sur Mayotte. Donc on construit beaucoup de bâtiments et je dirais même 10 ans plus tard, heureusement qu'on a investi sur Mayotte. Je connais les chiffres de ma société. Mayotte est vraiment un fort relais de croissance pour nous. Et en fait, ça nous a aussi permis, en travaillant sur le territoire de Mayotte, justement, de travailler sur d'autres matériaux, par exemple d'autres méthodes de construction, des contraintes qui sont encore beaucoup plus fortes liées, on va dire, à la particularité de cette île qui est assez complexe, on va dire, à l'habitat et maintenant depuis les problèmes climatiques encore plus forts. Et pour nous, ça nous a apporté un savoir-faire complémentaire. Pour nous, c'était vraiment une évidence. Mayotte a toute sa place à prendre et je voudrais qu'on entende le directeur de l'ADIM, l'Agence de développement et d'innovation à Mayotte, monsieur Mamadou Konaté. On va lui donner le micro avec peut-être juste cette question. Mayotte est une terre d'investissement, mais Mayotte est aussi tournée vers l'export. On évoquait justement cette situation suite au Chido, qui crée des opportunités en termes d'investissement sur la construction, sur la gestion des déchets, sur les questions d'agriculture et aussi de transformation agricole. Et par ailleurs, nous avons aussi des entreprises qui ont la capacité de se développer à l'international. Aujourd'hui, nous avons une délégation de 10 entreprises qui vont justement se projeter sur le territoire kényan avec différents secteurs et différents sujets, l'agriculture, la formation ou encore la construction, qui sont les sujets qu'on pousse justement dans cette exportation. Pour conclure très rapidement, Mayotte, c'est un territoire français, un territoire européen qui fait le lien entre l'océan Indien et l'Afrique, l'Europe et l'Afrique. Voilà. Merci pour ce décryptage, c'est important. Est-ce que, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, Mayotte et la Réunion comme porte d'entrée vers la France et l'Europe, est-ce que c'est aussi simple ou est-ce que c'est un constat plus nuancé ? Je m'adresse à vous, Laurent Lemaître, et à Oussama Ouraou. Est-ce que c'est nuancé ou est-ce que c'est simple ? Je pense que c'est toujours compliqué parce que au final, on vient de marchés assez petits et on attaque des marchés qui, même s'ils sont grands, ils sont très compliqués avec un manque d'infrastructure au final. Donc, je dirais qu'il y a ce souci-là qui est compliqué. Je vais donner un exemple un peu plus sympa qui est l'île Maurice. D'un point de vue fintech, au final, toutes les fintech, ou au moins la régulation, elle a aidé. Et aujourd'hui, notre banque principale, elle est en île Maurice. Toutes les fintech africaines sont sur l'île Maurice. Et du coup, on voit que c'est plus facile. On voit qu'il y a des endroits qui aident un tout petit peu, qui rendent le travail un peu plus facile. Mais ouais, voilà, c'est un peu comme ça que je le... Laurent, brièvement. Effectivement, nous, on est des petits territoires, donc on est des petites entreprises. Je pense que même IBL peut se considérer des fois comme une petite entreprise, je suis pas bien sûr. Mais... donc la difficulté, c'est lorsqu'on vient s'exporter, souvent c'est le chef d'entreprise qui à un moment se dit je mets mon business de côté et puis je prends un billet d'avion et j'y vais. Donc c'est du temps, c'est des contraintes. Voilà. Donc pour moi c'est la première difficulté. Des complexités, il y en a plein au fur et à mesure du développement d'une entreprise à l'export. Mais déjà une fois qu'on a fait le premier pas, après moi de toute façon ça a toujours été que du plaisir dans cette exportation. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que le modèle qui fonctionne bien aujourd'hui, finalement, c'est pas la France vers l'Afrique ou l'Afrique vers la France, mais plutôt l'Afrique et l'outre-mer ensemble pour construire des solutions adaptées, Monsieur Robert? Alors oui, je suis un grand croyant de ce partenariat Réunion-Maurice, parce qu'on part de l'océan Indien pour attaquer l'Afrique. Je crois qu'il y a un vrai potentiel. Il y a des complémentarités entre les Réunionnais et les Mauriciens. Nous voyons en tant que Mauriciens énormément de compétences techniques à la Réunion que nous n'avons pas sur notre île.
Les Mauriciens, quant à eux, ont développé probablement une aptitude à l'export, une aptitude à s'exporter donc sur ce territoire africain ou ailleurs du reste, qui est peut-être un peu plus forte que celle des entrepreneurs réunionnais. Et finalement, il y a une complémentarité qui est exceptionnelle. On a un exemple concret que je peux peut-être vous partager. Donc, nous avons une activité sucrière en Afrique, en Tanzanie. Nous avons en ce moment même une distillerie qui est en construction et nous avons comme partenaire le groupe Isotier qui a une vraie compétence avec leur distillerie à l'île de la Réunion, des années d'expérience. Donc, ils nous amènent cette expertise, nous amènent cette connaissance. À la Réunion, il y a aussi des moyens. Il y a des groupes qui ont de l'argent, ce sont des euros. Donc, une combinaison de forces de frappe financière Maurice Réunion pour attaquer le marché africain, absolument. J'en suis un fervent croyant. Et puis, enfin, une culture. Il y a beaucoup de gens qui mettent plutôt en avant les différences entre les îles. Je pense qu'il faut plutôt mettre tout ce qui nous rassemble. Et nous, en tout cas, on se sent extrêmement bien et heureux d'être des investisseurs à l'île de la Réunion. On a des relations exceptionnelles avec les entrepreneurs et les hommes d'affaires réunionnais. Et je ne peux qu'espérer que cette collaboration Maurice-Réunion pour attaquer le continent africain se concrétise et qu'on fasse beaucoup plus vite des investissements sur le territoire africain. Oussama, vous l'avez déjà expérimenté également, ce partenariat avec Maurice. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Alors, oui, en effet, je confirme déjà le premier point qui est qu'on a construit un centre R&D à La Réunion. Et c'est un peu ça la force de la boîte aujourd'hui, c'est qu'on arrive à ramener de la technologie beaucoup plus pointue, à avoir des talents beaucoup plus qualifiés justement sur ce point. La Réunion Maurice, justement, c'est ce que je citais un tout petit peu plus tôt, c'est qu'on a construit notre centre financier en île Maurice de par les régulations. On a eu notre licence pour envoyer de l'argent, que ce soit intra-pays africain ou d'Afrique vers la Réunion, vers Maurice et après à l'extérieur. Et faut savoir que le cadre légal, il est unique, que ce soit en Afrique ou dans les îles. C'est l'île Maurice, donc toutes les fintechs sont basées là-bas. Et ce qu'on a construit, c'est un centre financier et tous les flux vont passer par nos banques mauriciennes. Laurent, vous êtes aussi ancien président du Club Export. Je prêche un convaincu. Comment est-ce qu'on peut accélérer finalement ce partenariat inter-îles? Et est-ce qu'il y a, selon vous, des projets, des secteurs clés qu'on peut identifier pour les 5 prochaines années? Oui, alors moi je suis un fervent convaincu, ça c'est certain. On a 4 îles, hein, parce qu'en fait on a Mayotte, on a Madagascar, on a La Réunion et on a Maurice. Ces 4 îles sont complémentaires, je dirais, historiquement, géographiquement, structurellement, enfin tout. On va dire, franchement, si on parle rien que d'autonomie alimentaire, je pense qu'on a une réflexion à avoir sur l'ensemble de l'océan Indien. Puis après, cette démarche d'exportation, elle est obligatoire pour nos îles, elle est nécessaire, structurelle aussi, hein, pour le développement de nos îles. Et cette complémentarité, je suis 100% d'accord, elle doit se créer. Alors comment faire? Parce qu'on a aussi historiquement des frictions entre nos îles, des fois, qui restent, hein, un peu comme chez Astérix, chez les Corses, on ne sait plus bien pourquoi. Donc il faut qu'on aille au-delà. Souvent les chefs d'entreprise ont cette capacité finalement à travailler ensemble en dehors de leur territoire. On ne va pas se faire de la concurrence entre nos 2 territoires ou dans notre 4 territoires. Partons ensemble à l'export. Il faut effectivement des rencontres humaines. Je pense que ça marche souvent comme ça. Des gens qui ont envie ensemble, cette envie, on se trouve des points communs d'accroche. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Donc il y a quelques exemples qui commencent à se faire, effectivement. Je pense qu'il faut qu'on pérennise ça. Ces exemples, en fait, ils vont donner le goût aux autres entreprises de le faire. Parce que un chef d'entreprise, souvent, il a peur, en fait, de faire le premier pas. Ça suppose également une révision réglementaire, des modalités très pratiques? Pas forcément, puisqu'on irait, il y a des structurations de faire des JV, etc., qui existent partout dans le monde. Donc, on pourrait faire des groupements d'entreprises en dehors de nos territoires pour aller sur un pays comme, par exemple, le Kenya. Et on s'adapterait aux lois kenyanes, il y a aucun sujet. Donc, je pense que c'est vraiment, on va au-delà. On est dans l'humain, il faut qu'on aille
se rencontrer, se connaître. On commence à le faire, c'est aussi ce principe de ces rencontres. Et puis essayer ensemble. Des fois, ça peut être des petits projets. Hein. Ça commence des fois de tout petit, et puis finalement, ça donne cette envie d'aller un peu plus loin. Et voilà. Monsieur Robert, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Maurice a une ouverture, une dimension un peu plus naturellement tournée vers l'international. Quels sont, selon vous, les axes les plus prometteurs en termes de partenariat, et comment on fait très concrètement pour aller plus fort, plus loin et ensemble? Je crois que les axes prometteurs, j'ai envie de dire, ce sont les axes qu'on maîtrise. Donc, peu importe l'industrie, à la base, si on ne maîtrise pas ce qu'on fait localement, et si on essaie de s'exporter, il y a de gros risques que ça se passe mal. Donc, plutôt que de vous donner ou de spécifier une industrie ou un secteur d'activité, j'ai envie de vous dire, peu importe votre secteur d'activité, mais si vous le maîtrisez, si vous êtes passionné de ce que vous faites, si vous avez des compétences en anglais, il y a une petite phrase qui dit, que j'aime bien, qui dit le who avant le what. The who before the what. Donc, à la base, c'est s'assurer que vous avez des bonnes personnes. Et avec ces personnes, vous pouvez ensuite faire de belles choses. Donc, peu importe vos secteurs d'activité, si vous avez les bonnes personnes, si vous maîtrisez ce qu'il faut, et si vous avez envie de vous exporter, comme ces deux messieurs ont si bien expliqué, je pense aux entrepreneurs réunionnais, il y a plein de choses que je pense qu'on peut faire. Et puis, peut-être que nous, à IBL, on est un peu l'exemple mauricien de sur certains secteurs d'activité qu'on maîtrisait. On a su aller chercher cette croissance, on a su s'implanter dans les pays, créer des bonnes relations, créer les bonnes JV avec les bonnes personnes. Et voilà, il n'y a pas de raison de ne pas réussir si on maîtrise ce qu'on fait. Si je reformule ce que vous me dites, ça veut dire qu'il faut que chaque territoire finalement reste aussi sur ses propres atouts pour vraiment s'appuyer sur une expertise et presque avoir une spécialisation de chacun des territoires. Maurice, pour sa dimension internationale, etc. Les territoires français, Mayotte, La Réunion, pour leur expertise réglementaire, etc. C'est de ça dont on parle dans une stratégie d'alliance, de vraiment que chacun reste sur son domaine d'expertise. Oui, alors ensuite, s'il y a des partenariats qui se font, c'est évidemment essayer de s'associer à des entreprises qui sont dans le même métier. Si nous sommes dans l'hôtellerie et qu'on a un hôtelier réunionnais qui s'associe à un hôtelier mauricien, bien évidemment que ce serait beaucoup plus logique d'avoir un partenariat d'entreprises qui sont dans le même secteur d'activité. Je pense que ça, ce serait plus logique. Mais maintenant, ça n'empêche pas une entreprise d'aller s'associer à quelqu'un d'autre dans un secteur d'activité qui n'est pas le sien. Mais je dirais attention, parce que de s'exporter, vous avez déjà le risque du territoire que vous ne maîtrisez pas. Si en plus de ça, il y a un métier que vous ne maîtrisez pas, à mon avis, ce n'est pas une recette idéale. Oussama, vous le ressentez de cette façon également Alors, dans notre cas, c'est un tout petit peu différent. Entre l'intelligence artificielle, la technologie, on a vu beaucoup d'exemples de pays qui ont réussi, des petits pays, des Lituanie, des Singapour, des pays qui, s'ils ont la maîtrise technique, une belle formation, des systèmes éducatifs qui marchent bien, qui peuvent s'exporter dans le monde de manière beaucoup plus facile. Il y a encore moins de limites aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des milliers d'ingénieurs pour développer. Donc, dans notre cas, on le voit un peu différemment dans le sens où, avec cette maîtrise, avec cette R&D qu'on a à La Réunion, c'est encore plus facile et on devrait créer facilement un centre d'excellence qui exporte les solutions technologiques vers le reste du monde. C'est beaucoup plus... Est-ce que l'une des clés, c'est d'arriver à créer un écosystème finalement fiable, crédible dans son domaine d'activité ? Oui, l'écosystème ne peut qu'aider à propulser les entreprises vers... parce qu'encore une fois, quand on parle d'écosystème, je crois qu'on parle de compétences. C'est un petit peu ce que je disais. C'est-à-dire que quand on maîtrise son écosystème, on maîtrise ses compétences et donc on s'exporte plus facilement. Discussion, merci pour vos témoignages. Je pense qu'on peut les applaudir. On retient en tout cas que la relation France-Afrique peut se construire très concrètement via La Réunion et via Mayotte et pas seulement entre Paris et les capitales africaines. On retiendra l'essentiel, c'est que des entreprises ultramarines ont réussi en Afrique et à l'inverse que des groupes africains, panafricains ont réussi leurs investissements à La Réunion et à Mayotte. Le potentiel est là des deux côtés. Le défi maintenant, c'est d'arriver à mieux se connaître,
c'est important, à multiplier les projets communs, les approches coopératives pour véritablement croiser les opportunités de part et d'autre. C'est sans doute l'un des messages clés de cette séquence. Merci encore et je pense que nous pourrons poursuivre la discussion de façon plus informelle. Merci beaucoup.